Avant d'expliquer ce qui s'est réellement passé, j'aimerais vraiment qu'à travers mon histoire, les jeunes filles ou celles en devenir et les mères puissent comprendre pourquoi j'insiste sur la préparation à la maternité et pourquoi j'insiste sur la guérison des traumatismes liés à l'enfance avant d'avoir un enfant pour briser certains cycles générationnels qui peuvent détruire la progéniture d'une femme. Je me présente, je m'appelle Cassandra Assamoah pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai été victime d'un lynchage, si je peux le dire, médiatique en février 2025 et j'ai subi ce qu'on appelle le gaslighting social à un niveau très élevé. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, voilà, j'ai toujours eu une mère qui n'a jamais voulu régler ses traumatismes et qui a toujours pensé que je lui étais redevable de tout parce qu'elle m'avait donné la vie. Elle a oublié qu'en fait, je suis venue au monde, c'est par son choix et celui de l'homme avec qui elle a eu un rapport intime. J'utilise ces mots crus pour bien vous faire comprendre où je veux en venir et pourquoi aujourd'hui c'est un combat qui me tient à cœur parce que les agissements de ma mère ont mis en péril ma vie et ceux de mes enfants en même temps parce que par un acte volontaire et parce qu'on avait envie de détruire ou de punir l'enfant, on a, sans le savoir, ouvert une brèche qui est très, très, très grave. Aujourd'hui, j'aimerais l'expliquer. Donc, en février, en fait, moi, il faut savoir que je suis partie m'installer en Côte d'Ivoire depuis 2017, toujours pour fuir l'emprise de ma mère, parce que toutes les fois où je l'ai fait rentrer dans ma vie, où j'ai voulu avoir une mère comme les autres, elle a détruit ce que j'avais. Elle s'immisçait dans mes relations amoureuses, que ce soit avec le père de mes enfants, que ce soit... En tout cas, elle a vraiment été toujours un point de chute pour moi. Ce qu'elle trouvait normal commençait à moi me détruire. Et je fais un résumé parce que je pense avoir déjà expliqué les détails dans une précédente interview avec Jessica Bamba. Mais en tout cas, j'ai fui. Et je suis partie m'installer en Côte d'Ivoire avec tous mes traumatismes, avec toutes mes blessures et avec tous mes petits secrets que je gardais en moi. Voilà. Et tant bien que mal, j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai toujours pu compter sur ma grand-mère qui, elle, m'a élevée dans la vérité, m'a élevée et a fait en sorte que je connaisse le vrai Dieu. Donc, aussi bancal que, et difficile qu'était ma vie, j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai fait la rencontre d'un homme qui est ministre en Côte d'Ivoire. Et cet homme-là, étant déjà dépendante affective, je me suis beaucoup attachée à lui et il s'est beaucoup attaché à moi aussi. Et c'était vraiment quelqu'un que j'estimais énormément. Tant il a été là dans les moments difficiles parce que voilà, moi, j'ai jamais eu de cocon familial parce que ça a été détruit depuis des générations. Et les membres de ma famille n'ont jamais pu contrôler ma mère, qui est elle-même très caractérielle et difficile à vivre. Et ce qui fait que tout le monde s'est éloigné. Et puis, ils se sont éloignés aussi de moi parce que son comportement, qu'elle ait pensé bien faire ou non, m'a éloigné de mes tantes. Et c'était lui qui était en quelque sorte ma famille. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai connu l'envers du décor. J'ai su que bah, il était déjà marié. J'ai su aussi que voilà, c'était le roi Salomon. Voilà, je pense que vous avez compris. Et puis, en 2023, je décide de sortir de cette relation. Et c'était très difficile parce que, voilà, il ne faut pas qu'on se mente. Les liens, le lien était là, était fort. Et j'ai décidé de quitter aussi parce que j'ai fait une promesse à Dieu, c'est de revenir dans sa maison, quoi qu'il advienne. Et ni les strass et les paillettes, le milieu du showbiz et tout ce qu'il peut proposer allait m'éloigner de lui. Mais il fallait beaucoup de force, beaucoup de temps de jeûne, beaucoup de temps de prière pour pouvoir revenir à Dieu. Et j'ai fait les choses dans l'ordre. Sauf qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on les quitte en ayant découvert peut-être l'envers du décor.
Et depuis 2023, j'ai subi ce qu'on appelle un gaslighting social. C'est-à-dire que, en fait, le mot d'ordre a été donné pour que toute personne proche de moi qui pourrait m'aider, toute administration, tout ce qui est autour de moi puisse être bloqué. J'avançais très difficilement. Mes affaires ne marchaient plus. Bon, à ce moment-là, tu te dis que c'est normal, c'est la vie d'entrepreneur, donc peut-être que c'est normal. Mais de fil en aiguille, j'ai compris en fait que j'étais victime d'un gaslighting social à un haut niveau. Et je décide aussi en décembre 2024, je me rends compte que ma mère n'a pas changé, qu'elle ne changera jamais, qu'elle est toujours dans son monde de je vais chanter, je vais faire un concert, et alors qu'elle sait que ça n'a jamais marché. Et je me rends compte que c'est le déclic. Je décide en fait de couper. Et là, elle se rend compte qu'en fait, elle n'a plus accès à moi, et ni à mes enfants. Et il y a l'histoire avec Gliss et Emmanuel Keïta, où je sors en fait publiquement, où j'exprime mon point de vue déjà. Et à la suite de cela, Brice Hano, qui est un animateur en Côte d'Ivoire, m'invite sur l'émission, c'est plus polémique, voilà, sur RTI3. Et là, j'explique, moi, je vais toujours dans une démarche d'expliquer, en fait. Là, j'en peux plus, je suis à bout. Parce que depuis, si vous voulez, juin 2023 et juin 2024, ma mère écrit des choses sur sa page, mais comme elle n'a pas cette visibilité qu'elle a toujours voulu, ça passe inaperçu, mais moi, on m'en voit. Moi, je vois qu'elle est en train de se rapprocher, je vois qu'elle est en train d'essayer de tout simplement détruire ma réputation que j'ai bâtie sans elle. Il faut savoir que toutes les personnalités que j'ai rencontrées dans le cadre de mon travail ne savaient pas que c'était ma génitrice. Personne ne savait que j'avais un lien avec elle. Personne. La ministre et maintenant sénatrice, enfin, présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, ne savait pas. Que ce soit le ministre Alain Richard Donvailly, en tout cas, toutes les personnalités que j'ai rencontrées ne savaient pas que c'était ma génitrice. Alors, il y avait deux raisons. La première raison, c'est que je ne mélange pas ma vie personnelle avec mon travail, parce que mon projet était tellement gros que j'évitais de mélanger tout ça. Deuxième raison, parce que ma mère n'a pas eu une très bonne réputation au niveau de la Côte d'Ivoire, de par ses nombreux scandales et autres, et je ne voulais vraiment pas m'associer à elle, tout en sachant que ça reste ma mère, et puis voilà. Et donc là, elle demande un droit de réponse à la suite de ma... Elle, en fait, elle fait tout en bas, elle fait pas devant, elle fait tout en bas. Et donc, je vois que son rapprochement avec l'influenceuse Emmanuel Keïta, je vois tout ce qu'elle essaye de mettre en place pour m'atteindre psychologiquement comme elle l'a toujours fait, mais je ne prête pas attention, j'essaie d'ignorer, j'essaie d'avancer. Mais je sais aussi que je vais bientôt rentrer en France parce que j'ai acquis assez de compétences, en tout cas. Et puis, pour une femme assez rigoureuse et avec les enfants, il y a tellement de dysfonctionnements en Côte d'Ivoire que je ne veux pas rester en Côte d'Ivoire. Et puis, je me dis, de toute façon, tout ce que j'ai pu mettre en place en Côte d'Ivoire, je peux le remettre en place en France. Et puis, je préfère que mes enfants puissent avoir le nécessaire au niveau de la France, cette stabilité que la Côte d'Ivoire n'offre pas, bien qu'en apparence, on a l'impression que c'est un Eldorado. Voilà. Et donc, je me prépare petit à petit. Donc, j'ai quitté cet homme. Je sais que spirituellement, je suis liée à peut-être une erreur que ma mère a faite. Et pour l'instant, je n'arrive pas encore à faire le lien avec tout ça. Et elle demande un droit de réponse et elle va à la télé. Parce qu'elle veut faire un concert à tout prix et elle a besoin de financement. Elle a besoin, donc il faut savoir que ma mère a toujours refusé d'accepter de se faire aider, d'accepter d'avoir la réalité en face, de savoir qu'elle a un réel problème. Et elle a toujours d'ailleurs fait croire en Côte d'Ivoire qu'elle était riche, qu'elle avait de l'argent, alors que ce n'était pas la réalité qu'on vivait. Et quand je la mettais devant les faits, elle n'a jamais accepté ce qui était aussi un réel problème dans nos relations.
Donc là, elle va à la télé et elle parle de moi. Donc elle me descend complètement. Elle dit des choses, mais complètement fausses à mon sujet, dans le but justement de me, de me rabaisser, de, et surtout de me dénigrer et surtout d'enlever toute crédibilité que j'ai pu bâtir avec mon travail, sachant très bien que j'ai un métier public. Et donc, elle fait tout, en fait, pour attirer la honte sur moi. Mais surtout, elle révèle des informations qui me concernent, intimes, donc, dont un viol, dont j'aurais été victime à l'âge de 13 ans. Alors, elle mélange complètement les choses. C'est un abus sur mineur, ce n'est pas un viol à ce moment-là. Et elle mélange en fait le viol avec l'abus sur mineur. Donc elle explique deux histoires en une seule histoire. Et elle fait mine de oui, ce serait douloureux que j'en parle ici. Donc elle manipule, elle arrive à manipuler toute l'opinion publique. Et sachant très bien qu'en Afrique, on sacralise la mère. La mère est reconnue comme un dieu. Ce qui permet justement à les mères dysfonctionnelles et à des mères perverses narcissiques de briser la vie de leur enfant en toute impunité parce que la mère est vue comme un dieu. Alors que ce n'est pas le cas. Elle réussit avec cette vidéo à mettre toute l'opinion publique contre moi. Je me retrouve à être agressée même à mon domicile. Et en fait, pendant cette période-là, mon ex, puisqu'il est ministre, il voit ce qui se passe sur la toile, et on revient en contact avec moi, et là, il se présente comme celui qui va m'aider, qui me donne des conseils, qui me soutient et tout. Je suis en période très vulnérable, et je l'écoute et tout, mais je me méfie. Je me méfie parce que je sais pourquoi je suis sortie de cette relation-là, et puis je me méfie, et puis ce que je vis me rappelle étrangement ce que Arafat lui-même a vécu avec sa mère. Toujours le même procédé, on sait que son enfant est public, on raconte des choses qui le dévalorisent publiquement pour enlever toute crédibilité à l'enfant qui s'est bâti tout seul. De fil en aiguille, je rentre dans ce qu'on appelle un stress post-traumatique, c'est-à-dire que mon cerveau ne me protège plus face à toutes les violences que j'ai pu subir. Mon cerveau ne me protège plus, donc je reçois en pleine face tout ce que j'ai pu vivre depuis mon enfance. Et là, en fait, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai pu finalement dire publiquement de quoi je souffrais. Oui, j'ai été violée dès l'âge de 4-5 ans et j'ai eu des abus, j'ai eu des viols à répétition, j'ai subi beaucoup de choses et j'ai été obligée de garder parce que ma mère n'a jamais été disponible pour m'écouter. Elle ne m'a jamais cru. Elle le dit, hein, elle dit d'après elle. C'est vraiment pour montrer à quel point elle ne m'a jamais écouté. Et j'assume. Donc je suis en plein stress post-traumatique. Mais dans ce stress post-traumatique, je sais aussi que je suis en train de lutter spirituellement. Parce que de fil en aiguille, je vois qu'il y a une pression. Où je tape, ça ne va pas. Et là, je comprends qu'en fait, ce n'est pas seulement ma mère. Ma mère allait être mise devant, un peu, on allait dire, ah, c'est la malédiction, comme ils ont fait pour Arafat d'ailleurs, pour dire, ah ben, comme il n'écoutait pas sa mère, c'est la malédiction de la mère. Non. La seule bénédiction que ma mère pouvait m'apporter, c'est d'être prête à être mère. Ou bien, même si elle a eu l'enfant, elle a fait une erreur, c'est de se guérir, de se remettre en question. Donc, en fait, et la seule malédiction qu'elle a pu m'apporter, c'est justement d'avoir rejeté l'aide qu'elle pouvait avoir, parce qu'en France, c'est un pays développé, et on peut aller voir un psychologue, c'est pas une honte, ce n'est pas que pour les Blancs. Elle a été prisonnière de la culture, elle a été prisonnière, en fait, de ces fausses croyances qui disent que euh, la, les, les psychologues, c'est pour les Blancs, une femme doit être forte. Toutes ces fausses croyances-là l'ont accaparée. Et puis, sa nature profonde ne l'a jamais abandonnée. Et donc là, bon, ben, c'est vrai que je dévoile un certain nombre de choses parce que voilà, en fait, si vous voulez, les gens ont vécu tout ce que j'ai gardé depuis 22 ans. C'est-à-dire que tout ce que j'ai gardé en moi depuis mon enfance est ressorti, est revenu à la surface et j'ai tout.
Donc j'étais entre la tristesse, la colère, la révolte, mais en même temps j'étais en train de combattre spirituellement. Parce que bah, je devais servir d'offrande. Et j'ai compris de fil en aiguille que, bah, en fait, connaissant les techniques de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix, dont ma mère est membre, j'ai compris en fait que elle n'était qu'en fait un bouclier en fait qu'on a mis devant. Voilà, c'était des histoires générationnelles, mais ça allait servir en fait euh, de d'alibi pour moi me terminer. Comment je l'ai su? Le ministre, oh, il ne m'a pas abandonné. Chaque jour, on parle, il m'apporte de l'aide, il me soutient, etc. Et puis, j'ai dénoncé un certain nombre de choses qui ont pu révolter certaines personnes. Je l'entends très bien. Donc, je reçois une plainte de la PLCC, que j'ai reçu une plainte de Madame Gauze, ce que je peux l'entendre, que j'ai reçu une plainte de la mère de Didier Arafat, je peux l'entendre, je m'explique. Je sais que ça va pas aller quelque part, mais je m'explique. Puis c'est la loi, je respecte. Mais je reçois une plainte que le ministre, avec qui je parle tous les jours, a porté plainte contre moi. Et là, je tombe de 1000 étages. Donc, je lui rentre dedans, je dis, mais tu joues à quoi en fait? Tu as porté plainte contre moi? Et là, il jure qu'il n'a pas porté plainte contre moi, que c'est faux, que... Et je découvre le poteau rose. À un moment donné, je me rends compte qu'il me vous voit aussi. À un moment donné, je me rends compte en fait que cette influenceuse, Emmanuelle Keïta, qui a passé son temps à essayer d'envoyer sa communauté pour me faire passer pour une mauvaise, pour me faire passer pour une fille jalouse d'elle, alors que je n'ai strictement rien à lui envier. Alors, c'est une très belle femme, hein, je n'ai strictement rien à lui envier. Euh, euh, pour moi, j'étais restée sur l'histoire de l'appel téléphonique où elle m'avait mal parlé et puis je l'avais exposé publiquement. Mais je comprends en fait en bas qu'elle a eu une relation aussi avec ce ministre et je pense qu'elle est tombée éperdument amoureuse de ce dernier qui lui aurait fait des promesses de mariage et autres. Et donc, elle, elle prend des faux comptes et elle continuait, si vous voulez, à me harceler depuis 2021-2022. Et parce que je suis rentrée en brousse aussi, j'ai pu comprendre en fait euh, à qui appartenaient les comptes. Mais elle, étant donné qu'elle veut se remettre sur la place publique et préserver une certaine image, elle ne peut pas s'adresser à moi directement. Donc, elle passe par le ministre. Dans cette même période, hein, où je suis à terre, elle passe par le ministre pour essayer de plaider pour qu'il me dissuade, en fait, d'aller plus loin. Pourquoi? Pas parce qu'il veut la protéger, parce qu'il n'a pas envie que son nom, en fait, quand je vais aller plus loin, ressorte, parce que voilà, il a son titre à maintenir. Mais moi, je ne l'accepte pas. De la même façon que eux, ils ont des titres à préserver, moi, je ne peux pas servir comme ça de punching ball.